qui nous intéresse dans cette histoire en particulier. Nous avons entendu en effet beaucoup de frustration du côté des supporters de l'équipe de France qui ont passé 3 heures, 4 heures sur les Champs-Élysées pour les voir passer pendant 12 petites minutes, parfois quelques poignées de secondes, et en même temps, on a eu le sentiment de ne jamais vivre aussi près de cette équipe de France, alors qu'elle était dans une bulle à 3000 km de là, parce qu'il y a les téléphones, parce qu'il y a Snapchat, parce qu'il y a Instagram. C'est à l'image de notre monde, et c'est pour ça qu'on veut ce soir s'interroger sur ces nouvelles tendances, et nous allons en débattre avec Simon Rubin, le chef du service des sports d'Europe 1. Bonsoir Simon. Bonsoir. Nous sommes également avec Hubert Artus, chroniqueur littéraire à Lire et à Marianne, chroniqueur football sur Europe 1 dans Libre Arbitre et dans Bon Baiser du Mondial. Et nous sommes au téléphone avec 2 interlocuteurs. Nicolas Ourcade. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Sociologue et spécialiste des supporters de foot. Boris Helleux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Caen, spécialiste du marketing du sport. Hubert Artus, ce paradoxe que je mentionnais, est-ce qu'il vous a également étonné? On voulait les toucher, on voulait être près d'eux, ce n'était pas possible, et pourtant on a le sentiment d'avoir passé un mois avec eux. Non, alors ça m'a pas étonné. Je veux pas, c'est facile de dire ça après coup, mais il faut pas oublier que ils appartiennent à une génération 2.0 et qui va vers le 3.0, depuis plusieurs années pour la plupart, et que durant toute cette Coupe du Monde, ils ont communiqué, ils ont fait leur storytelling, et puis leur numéro, leur clownerie, etc., qui était super, mais sur Instagram. Donc c'est vrai que c'était, quand on les a vus revenir, que c'était à ce point-là de foule, je me suis dit, j'ai un peu de mal à croire que ça va aller jusqu'au bout, parce que ça correspond pas complètement à ce que fait leur génération, aux pratiques de communication et de vie 2.0 de leur génération. Alors Giroud, Mandanda, je les mets un peu à part parce que c'est pas la même génération. C'est comme par hasard les plus âgés. Mais voilà, mais les autres, alors quand on a vu en plus que l'avion avait du retard parce qu'il a décollé en retard, l'avion de leur retour, quand on a vu comment la cérémonie à l'Elysée se faisait, je me suis dit c'est quand même bizarre, on a quand même l'impression d'un pouvoir présidentiel qui a quand même l'air de vouloir se les garder un peu pour lui, ce qui veut dire que tout ne sera pas pour le peuple, mine de rien. Après, il y a les données sécuritaires qu'il ne faut absolument pas négliger, qu'en 98, on était bien avant le Bataclan, mais il y a et qu'on était dans un autre que la Paris. Fédération et le ministre de l'Intérieur auraient dû, du coup, au moins à un moment, communiquer là-dessus, pour ne pas décevoir les dizaines de milliers de personnes qui étaient dans les rues, dans des villes. Simon Rubin, cette équipe de France a semblé très proche des Français alors qu'elle en était loin. En 4 ans, puisque j'étais au Brésil aux côtés de l'équipe de France il y a 4 ans, il s'est passé quand même un phénomène extraordinaire. Il y a 4 ans, le moindre message sur Facebook était interdit, tout était verrouillé, ce qui aboutissait d'ailleurs parfois à des malentendus. Je pense à l'histoire de l'arrivée des femmes de joueurs, notamment à Rio. Là, c'était open bar, si je puis dire. Oui, c'était aussi un peu le cas pendant l'Euro 2016 où c'était encore très verrouillé. Didier Deschamps, d'abord, il a fait confiance cette année à des joueurs qui avaient pris un peu de bouteille, qui ont pris 2 ans par rapport à l'Euro 2016. De toute façon, il leur a dit, je vous fais confiance. N'allez pas trop loin, n'en montrez pas trop, ne passez pas votre temps non plus sur les réseaux sociaux à poster. Mais de toute manière, ils ont acté aujourd'hui dans le monde du sport, les managers, les coachs, que c'était très compliqué d'interdire à un joueur de ne pas tweeter, de ne pas poster de photos. Et c'est vrai qu'on se rappelle aussi dans un autre genre, mais Griezmann qui a fait ce film quasiment pour annoncer qu'il restait à l'Atlético en début de compétition. Donc on voit bien que les sportifs aujourd'hui ont pris le contrôle de ces réseaux sociaux pour faire leur communication, mais qu'il y a une communication sur les réseaux sociaux qui est souvent en direct. C'est du live, c'est souvent pour montrer des coulisses, du rire, on s'amuse beaucoup. Et donc, ça a aussi contribué à donner à cette équipe une image très sympathique, très proche des gens. Et je crois que c'est beaucoup les jeunes. Les jeunes ont vraiment vécu avec ces joueurs-là pendant 1 mois, parce que tous les jours sur Snapchat, ils avaient une icône, ils cliquaient et ils voyaient ce qu'ils avaient mangé au déjeuner, les uns qui piquaient le dessert des autres, etc. Et ça a contribué à inclure les supporters dans cet esprit un peu colonie de vacances presque. Et les chiffres sont faramineux. 13 millions de personnes qui suivent Kylian Mbappé, 26 millions de personnes qui suivent Paul Pogba. Nicolas Ourcade, cette tendance-là, qui est celle de notre monde, j'ai envie de vous dire, ça fonctionne à partir du moment où on gagne. Si on perd, on est en train de se demander si cette communication toute ouverte et en direct ne serait pas problématique à gérer.
Moi, je dirais surtout qu'en fait, cet épisode révèle que les réseaux sociaux sont extrêmement importants, mais qu'il n'y a pas que ça. Les réseaux sociaux ont été un élément extrêmement important d'échange avec les fans et d'amélioration d'image des Bleus. L'image des Bleus était désastreuse au début des années 2010. Nicolas Ourcade, je vais vous couper un petit peu parce que l'ambiance autour de vous résonne énormément. On a l'impression que vous êtes quasiment dans une église. On va régler ce petit problème de distance et je vais donner la parole pendant ce temps-là à Boris Helleu sur cette question. Boris Helleu, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Caen. Le marketing du sport auquel vous vous intéressez, il voit évidemment là une source de revenus. Il y a un moment donné où ça va être récupéré en termes de marketing, cette image totalement ouverte. Oui, ça l'est déjà en partie. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux médias, ces joueurs qui sont aussi des superstars ont trouvé un moyen d'expression et de valorisation de leur contrat de partenariat. Alors cela dit, ça va être valable simplement pour les joueurs les plus célèbres qui engagent les communautés les plus importantes. Vous avez cité les 26 millions d'abonnés sur Instagram tout à l'heure de Pogba. Mais effectivement, il y a une forme de proximité qui s'est redéveloppée avec les supporters, mais qui reste une proximité un petit peu factice. C'est-à-dire que cela ne va pas être sanctionné par des interactions directes avec les fans. Vous voulez dire c'est une fausse, c'est un faux rapprochement. Il y a un côté représentation pas tout à fait réel. Oui, mais qu'on n'observe pas simplement dans le football, mais dans tous les domaines où il y a des phénomènes de starification. C'est ce qu'on pourrait appeler des relations parasociales. Si à un moment vous êtes fan d'un acteur ou d'une actrice et que vous avez des posters dans sa chambre, c'est pas pour autant que vous l'avez au téléphone tous les jours. Donc ça, c'est pas la faute des footballeurs, c'est simplement un déséquilibre qu'il y a dans la relation entre un fan et une superstar. Toutefois, ce qui est effectivement intéressant, c'est que ces joueurs ont amené en direct les fans dans les coulisses de l'exploit. Pourquoi est-ce que les médias sociaux fonctionnent très très bien avec les événements sportifs? Un événement sportif, c'est un générateur d'émotions. Et les médias sociaux servent à partager l'émotion. Un événement sportif, c'est quelque chose qui se vit en direct. Je connais personne qui a enregistré la finale pour la regarder le lendemain. Et les médias sociaux servent à faire le commentaire ou la mise en récit de cet événement en direct. Et enfin, un événement sportif, c'est les coulisses. C'est les entraînements, c'est ce qu'on ne peut pas voir d'ordinaire. Et les footballeurs ont pris les supporters par la main pour leur raconter l'histoire d'un groupe qui se forme. Et ils ont entrouvert cette porte. Vous partagez le point de vue, Nicolas Ourcade, on vous a retrouvé dans des conditions de communication plus correctes. J'espère que c'est meilleur. C'est parfait. Oui, non, je suis d'accord avec Boris Helleu, c'est ce que je commençais à dire. Effectivement, les réseaux sociaux sont un facteur extrêmement important d'échange entre le public et les joueurs, et l'équipe de France a considérablement amélioré son image depuis le début des années 2010, entre autres grâce à ça. Par contre, les supporters ont aussi besoin d'un contact que je dirais quasiment physique. Ce qu'on a vécu sur les champs, là. Et qu'on n'a pas complètement vécu sur les champs. Dans leur frustration, je veux dire, dans leur frustration. Et la frustration, elle a été double. Elle a été déjà pour les supporters qui étaient présents à Moscou, qui n'ont pas eu le sentiment d'avoir un vrai partage avec les joueurs, puisque par exemple, les joueurs n'ont pas présenté la Coupe du Monde au virage des supporters de l'équipe de France. Et ensuite, il y a eu cette frustration à nouveau sur les champs. Et il n'y avait pas que des personnes âgées sur les champs. Il y avait aussi plein de jeunes. D'enfants même. Ouais, d'enfants qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont envie des deux. Ils ont envie à la fois d'avoir tout ce que Boris Helleu a dit, d'avoir les à côté, d'avoir cette proximité virtuelle mais quelque part réelle avec les joueurs sur les réseaux, mais aussi de partager. Le football, c'est quelque chose qui se partage, on vit des émotions ensemble, on les vit dans le même lieu, on se serre dans les bras après un but, et là, il y avait besoin d'un contact visuel direct avec les joueurs pour pouvoir les remercier. Et la Fédération française de foot doit progresser là-dessus, c'est-à-dire il y a eu une progression sur la communication, et je trouve que la communication sur les réseaux a été relativement bien maîtrisée tout en laissant de la liberté aux joueurs, mais il faut penser aussi que les fans ont besoin d'un contact physique direct au stade, et donc développer ces possibilités-là, mais aussi dans des cérémonies comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas eu le crayon a aussi été un point négatif. Et ça confirme, Hubert Artus, qu'on est là dans une dimension de sport spectacle et moins de sport physique, comme on l'a connu dans une autre génération. Et on est aussi, n'oublions pas qu'on est à l'ère où beaucoup de gens connaissent le football par tout ce qui est jeux vidéo, FIFA, etc. Et que mine de rien, ces joueurs-là qui dans leur temps libre, ils jouent beaucoup. On l'a vu sur Snapchat justement. Voilà, et en parle. C'est un peu comme un miroir à trois faces maintenant. On n'a plus seulement le réel et le virtuel. On a le réel, virtuel et le fantasmé. On a un storytelling en plus. Et en ça, c'est très proche de toutes les pop stars, du spectacle, aussi maintenant
de la politique, les réseaux sociaux ont ajouté une couche de narration en plus. Et c'est ceux qui prennent une sacrée claque, c'est nous les journalistes. C'est nous les journalistes. On est à la remorque de ça pour raconter ça justement, parce qu'on est toujours après, donc on court après le truc. Absolument, et c'est très intéressant et on va évidemment continuer à en débattre avec Simon Rubin, le chef du service des sports qui est ici en studio et qui rentre de Moscou. Dans moins d'une minute sur Europe 1, la suite du débat, restez bien avec nous. Europe 1. Thierry Geffrotin hume les humeurs de votre été. Les humeurs de l'été, c'est votre rendez-vous estival, évidemment. Chaque jour, je suis d'une humeur différente que j'illustre en musique avec des récits, des anecdotes ou des extraits de films. Il y en aura pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Les humeurs de l'été. Je vous retrouve demain dès 17h et je serai d'humeur économe sur Europe 1. Il suffit de 6 numéros. Ce mercredi, jackpot loto de 16 millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Europe Soir. François Claus. 18h43 sur Europe 1, la suite du fait du jour avec vous, François Claus. Et on s'interroge sur ce paradoxe de ces bleus si proches, mais aussi si loin de nous, comme on l'a vécu ces dernières heures. On évoquait juste avant la pause, Simon Rubin, justement l'intermédiaire, le journaliste, le transmetteur se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau monde en porte-à-faux totalement, et c'est ce que vous avez vécu comme vos confrères qui étaient avec l'équipe de France tous les jours. Oui, il y a une nouvelle donnée, effectivement, c'est Instagram, Snapchat, ces applications-là. Si on suit les bleus, on est obligé de les avoir. On est obligé de les consulter tous les soirs pour regarder ce qui s'y passe, pour regarder ce que font les joueurs. On sait très bien qu'ils ne vont pas montrer une scène de dispute. On sait très bien qu'ils ne vont pas montrer une scène où Deschamps pousse une gueulante dans le vestiaire. Mais malgré tout, on est obligé de regarder ça pour sentir un peu comment le groupe vit et puis pour voir aussi comment ces joueurs-là s'organisent. Souvent, on va chercher des images très concrètes. À quoi ressemble le self-service des Bleus? Et qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que c'est pas tout riz ou est-ce que c'est riz ou pas? Exactement. Et ce sont des petites images-là qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'on ne peut plus accéder aux Bleus d'aussi près, mais qu'ils transmettent via l'intermédiaire de ces réseaux. Et en même temps, Boris et on se dit que la frontière, elle est ténue, parce que pour le moment, on ne voit pas la soufflante de Deschamps, on ne voit pas des choses qui viendraient nuire à l'image, mais on se dit que techniquement, c'est tellement possible qu'à un moment donné, il y aura peut-être un dérapage énorme. Écoutez, des dérapages, il y en a déjà eu, ils ont été largement médiatisés par le passé. Je fais référence par exemple à l'épisode de Serge Aurier sur Periscope. Mais ce qui me semble très intéressant avec l'utilisation des médias sociaux par les footballeurs professionnels, c'est qu'en quelque sorte, c'est une réhabilitation de leurs paroles. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, pour le public, un footballeur professionnel, c'est quelqu'un qui tape dans un ballon, qui est payé très cher et qui est légèrement débile. C'était ça. Or, avec les médias sociaux, finalement, le footballeur n'a plus nécessairement besoin d'avoir le journal de l'équipe ou le plateau de téléfoot pour dire quelque chose, voire même exprimer une opinion qui peut dépasser le cadre de son activité professionnelle. Et en fait, finalement, ce que ça dit aussi, c'est que c'est une évolution du métier du footballeur. On n'attend plus seulement du footballeur d'être performant sur le terrain, mais de savoir s'exprimer et notamment de le faire à travers les médias sociaux. Nicolas Ourcade, on a vu que l'équipe de France, la jeune génération, entrait parfaitement dans ce nouveau rôle qui est aussi le leur à l'heure du football spectacle. Oui, et c'est eux aussi qui ont renoué ce lien fort entre les Français et l'équipe de France. Il faut quand même pas oublier qu'en 2010, même en 2012, on était quand même très 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 loin, et avec une distance profonde, des insultes très fortes du public envers les joueurs. Et d'où le verrouillage d'ailleurs, le verrouillage total qui a suivi avant l'ouverture qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais cette ouverture, elle a été utile à différents niveaux. C'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui sont globalement très appréciés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une superstar. La population dit on aime l'esprit d'équipe. On aime aussi des gens qui disent qu'ils représentent la France dans sa diversité et qui insistent sur le fait, on l'a vu, vive la France, on chante la Marseillaise, etc. Vive la République, c'est même le mot d'ordre. Mais il y a aussi eu cette accessibilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les joueurs parlent directement aux supporters. Donc ils ont énormément progressé grâce aux réseaux sociaux, en donnant une image directe et en donnant l'image pour certains du gendre idéal ou du jeune sympa, qui allait complètement à rebours de l'image de certains joueurs dont on va taire le nom parce qu'ils ont déjà été suffisamment stigmatisés ces dernières années. Mais donc on a des joueurs qui sont accessibles, qui sont appréciés de la population et qui du coup permettent de changer complètement la vision qu'on a de l'équipe de France.
Simon Rubin. Et ce qui est très intéressant à remarquer, c'est aussi que moi, mon voisin qui a 16 ans, il s'exprime jamais dans les médias. Quand il veut dire quelque chose, c'est sur Snapchat et sur Instagram. Et c'est le même canal que vont utiliser Pogba et Griezmann. Et la manière dont beaucoup de 15-24 ans vont se montrer, se manifester dans ces réseaux, c'est la même façon, avec les mêmes codes, les mêmes images, les mêmes musiques que les joueurs ont. Et ça crée un lien. Au-delà du propos même de la vidéo, etc., c'est la manière dont on s'adresse aux gens, c'est la même aujourd'hui pour les footballeurs et pour leurs supporters de 15-24 ans, et ça c'est la première fois que c'est comme ça. Hubert Artus. Là encore, je trouve que tout ce qu'on est en train de remarquer, on s'est grossi par le titre champion du monde. Mais d'une part, et je pense que les joueurs dont on est en train de parler aussi, ils rejoignent en ça toutes les autres grandes stars que maintenant, de qui ils sont maintenant légales. C'est la façon dont ils communiquent. Je regardais, les footballeurs aujourd'hui font 3 fois plus de followers que le DJ David Guetta, par exemple, ou que l'une des grandes stars, Nabila, sur les réseaux. Grande star. Il y a un moment, ça a bloqué le terme star des réseaux. Alors, Nabila. en fait, la façon dont ils communiquent transcende les habitudes qu'on avait, de la même manière que la victoire des Bleus a transcendé le peuple de France, qui les dernières fois qu'on avait sorti les drapeaux, c'était pour se mobiliser contre Daesh par rapport au 13 novembre, etc. Là, du coup, on a transcendé cette joie. Ils ont transcendé de la même manière la façon dont ils communiquent. Mais il ne faut pas oublier une chose, et c'est là aussi ils rejoignent les stars et les politiques, etc. Ils savent très bien, et leurs agents aussi, que cette visibilité accroît leur potentiel monétaire et leur valeur. Ils le savent très bien, et s'ils ne le savent pas, leurs agents, voire ceux qui adoubent ça ou acceptent ça, ou laissent passer, ils le savent. Parce que pour le moment, ils le savent, voire même l'utilisent, Boris Helleu, voilà, ou le manipulent avec beaucoup de talent. Oui, mais encore une fois, ça fait partie du métier de footballeur qu'à un moment valoriser un partenaire. Et d'ailleurs, dans les joueurs de l'équipe de France, il y en a certains qui se sont lancés sur les médias sociaux, non pas de leur propre initiative, mais à la demande d'un équipementier, tout spécialement pour valoriser un produit. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait la comparaison des contenus qui sont diffusés par les joueurs, qu'il s'agisse de photos, de vidéos ou de textes, on va bien faire la distinction entre ceux qui sont en quelque sorte leur propre communauté manager, donc il y a une forme d'authenticité dans le contenu, et les publications qui relèvent d'un spécialiste de la communication. Alors pour autant, je voudrais quand même moduler un petit peu le propos. Ce n'est pas parce que ces footballeurs ont de communautés très importantes qui sont pour autant exemplaires ou qui sont les joueurs les plus intéressants à suivre sur les médias sociaux. Si en vous contenu, regardez, vous voulez dire. En contenu, pas nécessairement en contenu, mais disons en termes d'interaction potentielle avec les fans. Je vous invite à aller consulter le compte Twitter d'Antoine Griezmann. Il a que 3 abonnements. Voilà, donc en fin de compte, il utilise son compte Twitter comme un micro, comme un haut-parleur, mais non pas comme un outil d'interaction. Comme un formidable haut-parleur, oui. Il a 3 abonnements. Et par contre, allez-y, oui, ça m'intéresse, par contre... Par contre, il y a d'autres footballeurs professionnels qui certes n'ont pas gagné la Coupe du Monde, qui évoluent en Ligue 1 ou en Ligue 2, et qui sont réputés notamment par les utilisateurs de Twitter ou d'Instagram pour leur utilisation habile et toujours portée sur l'échange avec les fans. On peut citer Manu Emorou qui joue à Caen, Bénézet à Guingamp ou Pierre Boubilly à Orléans. Ça devient ils ne seront jamais champions du monde. Ils ne seront pas champions du monde, ils en sont loin, mais néanmoins intéressant à suivre. Nicolas Ourcade, la tendance désormais, elle est irréversible. Oui, la tendance est irréversible, mais tout n'est pas nouveau dans cette tendance. Parce que derrière les réseaux sociaux, il y a des envies très anciennes. Finalement, on voit dans les messages des joueurs ce qu'on a vu dans Les Yeux dans les Bleus, le documentaire de 98, ou en partie ce qu'on a vu dans le documentaire de TF1 hier soir. Et lequel documentaire peut paraître d'ailleurs un peu terne aujourd'hui, à l'heure de Snapchat, tellement on a vu de choses sur Snapchat avant. Mais en gros, ça répond à une envie ancienne de savoir comment une équipe a réussi à se construire, une équipe dans laquelle on ne croyait pas forcément tous au début, et puis qui finalement réussit à renverser des montagnes, comment ce processus est fait, et ça, les réseaux permettent de le voir. Mais il faut quand même pas surestimer cette nouveauté. Il y a toujours besoin, je voudrais insister là-dessus, de ce contact direct. Une partie des gens vont encore au stade pour voir les joueurs, les voir de près, échanger avec eux. Et cette frustration des Champs-Élysées, il faut l'entendre. C'est-à-dire que les gens qui sont sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, ils ne veulent pas que ça. Les jeunes, ils ne sont pas uniquement sur les réseaux. Ils aiment faire la fête, ils aiment avoir des moments de rassemblement physique, réel. Et donc, ils sont dans ces deux mondes-là. Et ces deux mondes qui évoluent en parallèle, qui parfois ont des connexions ou non. Mais si on joue que sur les réseaux sociaux, on manque toute une partie de ce besoin de connexion, d'échange. Les gens ne seraient pas allés si nombreux sur les champs. Ils savaient bien qu'ils ne les verraient pas non plus pendant 5
45 heures. Ils savaient qu'ils les verraient 2-3 minutes. Ils ont été déçus de les voir 20 secondes. Mais ils sont allés parce qu'ils avaient besoin de partager ça entre Absolument. eux, physiquement, et avec les joueurs. Donc il faut entendre à la fois ce qui s'est passé sur les champs avec les frustrations et suivre ce mouvement aujourd'hui inéluctable et qui a été très réussi en tout cas par rapport à l'image de cette équipe de France. Je rappelle, il y a 8 ans, nous étions du côté de Naïchna en Afrique du Sud. S'il y a quand même de l'eau plutôt positive et pure qui a coulé depuis. Merci beaucoup à Hubert Artus, qui est, je rappelle, chroniqueur littéraire, Marianne et Lire. Merci à Simon Rubin, le chef du service des sports d'Europe 1, qui malgré sa grande fatigue de retour de Moscou est avec nous. Et je remercie Nicolas Ourcade. J'espère vous retrouver bientôt sur l'antenne d'Europe 1, sociologue, spécialiste des supporters de foot. Et Boris Helleu, bonne soirée à vous. Merci. Maître de conférence à l'université de Caen, c'était le débat.